Nous avons eu également Théodule Ribot. Il fut à son intention créé au Collège de France, grâce d'ailleurs à l'intervention de Renan, une chaire de psychologie expérimentale et comparée. Il recommandait d'ailleurs à ses élèves une formation scientifique et une très rigoureuse spécialisation dans un champ déterminé de la psychologie. Nous avons là une conception actuelle des études psychologiques. Voilà donc quelques noms très importants de l'histoire de la psychologie en France. Et vraiment, on s'étonne un peu, il faut le dire très honnêtement, on s'étonne un peu parfois d'entendre encore la psychanalyse et la vie de l'inconscient attaquées chez nous. Ce sont vraiment des positions que nous devons, je crois, au cartésianisme et au rationalisme. Nous vivons dans un moment trop rationnel. Peut-être le moment plus rationnel dans l'histoire du monde. Peut-être c'est une chose que vous comprenez mieux en France, mais je crois que pour nous en Europe, la France a ce malheur d'être trop rationnelle. C'était vraiment splendide ce qu'on a fait avec la raison en France, mais ce n'était pas prononcé par l'effort religieux et rationnel, émotionnel qui est nécessaire. Et pour ça, je trouve, surtout pour la France, que le travail de Jung était formidablement important. C'était Laurence van der Post que j'ai rencontré à Londres et que nous retrouverons au cours de nos émissions. Je ne voudrais pas vous imposer une biographie fastidieuse de Carl Gustav Jung, mais il est bon d'évoquer rapidement sa vie. Il est né le 26 juillet 1875 en Suisse, à Kesswil, dans le canton de Thurgovie. Son père était un pasteur protestant qui traversera un drame puisque peu à peu il perdra la foi. À l'âge de 4 ans, Carl Gustav vint à Bâle, qui était la ville natale de sa mère. D'ailleurs, la famille Jung était originaire d'Allemagne, et c'est en 1822 que le grand-père de Jung était venu s'installer à l'université de Bâle, où il était d'ailleurs professeur de chirurgie. La famille Jung, en effet, est une famille de médecins et de juristes, puisque dès le XVIIe siècle, on trouve un Carl Jung, professeur de médecine. Carl Gustav, donc, fera ses études à Bâle, et c'est en 1902 qu'il viendra à Paris pour suivre les cours que Pierre Janet donne à la Salpêtrière. Il rentre à Zurich, il est l'élève de Bleuler, qui était le directeur de la clinique du Burgosli, et en 1904, il fait paraître une première publication sur les associations. Ensuite, en 1905, il devient médecin-chef du Burgosli et privatdocent de psychiatrie à l'université de Zurich. Mais en 1909, il se démet de ses fonctions pour ne plus se consacrer qu'à sa clientèle privée. C'est vers cette époque, d'ailleurs, qu'il approche Sigmund Freud. Nous parlerons tout à l'heure des relations entre les deux hommes. Ensuite, Carl Gustav Jung va voyager. En 1921, il sera en Afrique du Nord, aux États-Unis où il étudie les Indiens Pueblo, en 1924-1925, États-Unis et Nouveau-Mexique. L'année suivante, en 1926, il se rend chez les habitants des pentes méridionales et occidentales du mont Elgon, dans le Kenya. Mais au-delà de ces voyages, Carl Gustav Jung également approfondit ses connaissances en philosophie et en symbolique religieuse de l'Extrême-Orient. Il a de nombreuses rencontres avec Richard Wilhelm, qui est le directeur de l'Institut chinois de Francfort. Ensemble, d'ailleurs, ils feront paraître un commentaire d'un ancien texte taoïste, Das Geheimnis der Goldenen Blüte, le mystère de la fleur d'or. Il a également de nombreuses relations avec l'indologue Heinrich Zimmer et avec le Hongrois Karl Kerenyi, qui était philologue et mythologue. Carl Gustav Jung a une renommée mondiale. Il est appelé à donner de nombreuses conférences dans des universités étrangères, aux États-Unis, à Fordham, à Clark, à Yale, à Harvard, qui, en 1936 d'ailleurs, lui confère le titre de docteur honoris causa. Il recevra également des titres honorifiques de l'université hindoue de Bénarès, l'université mahométane d'Allahabad, l'université de Calcutta. En 1938, l'université d'Oxford lui
décerne également un titre honorifique. L'ensemble des ouvrages de Carl Gustav Jung groupe environ 120 écrits de diverses envergures, dont 30 volumes importants. Et c'est le 6 juin 1961 qu'il est mort après une brève maladie, peu de temps avant d'atteindre sa 86e année. C'est en 1906 que Carl Gustav Jung avait pris contact avec les travaux de Freud. Il avait d'ailleurs écrit un article dans la revue Münchner Medizinische Wochenschrift. Lors de mon voyage à Londres, je demandais au docteur Bennett de nous retracer les raisons de cette rencontre de Jung et de Freud. And it was the study by Jung of the personal unconscious of people which led to his meeting with Freud in the first instance, because Jung was working for many years at the Bergholze Hospital in Zurich. C'est l'étude que Jung poursuivit sur l'inconscient personnel qui a amené sa première rencontre avec Freud. Jung a travaillé pendant de nombreuses années au Bergholze de Zurich. Il avait alors entrepris une recherche sur ce que l'on appelle le test des associations verbales. On faisait passer ce test aux malades de l'hôpital. Il consistait à proposer une série de mots sélectionnés, série qui comprenait environ 100 mots. On la lisait au sujet et on lui demandait de répondre à chaque mot lu par le premier mot qui lui venait à l'esprit, quel qu'il soit, qu'il lui semble approprié ou non. Le temps qui s'écoulait avant chaque réponse était dit temps de réaction. Jung le chronométrait et l'enregistrait. On s'apercevait que pour certaines réponses, le délai était très long. Un jour, par exemple, de l'argent disparut. Jung pensa qu'il serait intéressant d'appliquer le test des associations, ce qu'il fit. Quand le mot « argent » apparut, l'une des infirmières mit longtemps à répondre. Il apparut ensuite que c'était elle la coupable. Ce qui est intéressant dans ce test, et c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est le fait qu'il provoqua la rencontre de Jung et de Freud. C'est aussi parce que c'était la première fois, et ceci avant que les deux hommes ne fassent connaissance, que quelqu'un démontrait expérimentalement la valeur de la théorie freudienne du refoulement. Il en résulta que Freud écrivit à Jung, ce qui provoqua leur rencontre à Vienne. Freud accueillit chaleureusement Jung, bien sûr. Il était le premier psychiatre de renom qui répondait à son appel. C'était aussi le premier psychiatre non juif qui entrait en relation avec lui. Aussi, Jung ne fut-il pas très populaire parmi les disciples viennois de Freud. Mais, malgré cela, Freud et lui s'entendirent très bien pendant un temps. Puis leurs routes se séparèrent et ils poursuivirent chacun leur propre chemin. Mais avant d'en venir à la séparation de Jung et de Freud, il est bon de retracer tout de même ce que fut leur relation. En 1909, ils avaient été invités tous les deux par la Clark University de Worcester pour le 20e anniversaire de celle-ci. Et c'est précisément la méthode des associations qui fut la cause des conférences données par Carl Gustav Jung devant le public américain. Cette même année 1909, il y eut à Vienne une rencontre entre les deux hommes. Et en 1911, c'est la fondation de la Société internationale de psychanalyse. Jung, qui a joué un très grand rôle dans la fondation de celle-ci, devient le président de l'association. Il y a d'ailleurs une photo de groupe très émouvante puisqu'on voit là réunis parmi Freud et ses disciples Alfred Adler et Carl Gustav Jung. D'ailleurs, déjà à cette époque, en 1911, Alfred Adler, de son côté, commençait à avoir une position différente de Freud, cette position sur les complexes d'infériorité et de supériorité que nous évoquions tout à l'heure. Et puis, en 1912, Jung écrit un article dans Wandlungen und Symbol der Libido. Plus tard, Freud indiquera à Jones l'endroit très précis où il a eu la révélation que Jung commençait à avoir une position différente de la sienne. C'est, si vous voulez des précisions, à la page 123. Jung part d'une citation de Freud et il amorce là l'élargissement du concept de libido. Il considère que, dans la démence précoce, il est difficile de penser que le retrait de l'intérêt à l'égard de la réalité puisse se réduire au retrait d'une libido purement sexuelle. Voilà le mot prononcé, voilà le grand problème. Freud est resté volontairement arrêté
au problème de la sexualité et de la limitation pour des raisons de sexualité de la libido, tandis que Jung, comme nous avons commencé à le voir tout à l'heure et comme nous allons le voir tout au long de nos émissions, Jung a très largement dépassé ce contexte. Et c'est en 1913 la rupture entre les deux hommes. Cependant, il faut bien se dire que toujours, Jung aura un très grand respect pour Freud. Il ne cessera d'affirmer que sans Freud, il n'aurait pas pu mener sa propre tâche. Nous allons d'ailleurs écouter plusieurs témoignages. Avant la déclaration de guerre en 1939, Freud, qui était juif, comme nous l'avons dit, devait fuir l'Autriche devant la montée du nazisme. Il devait se réfugier à Londres, où était déjà sa famille. Jung était à ce moment-là en Angleterre, où il prononçait une série de conférences. À Londres, précisément, le mois dernier, je demandais à Laurence van der Post d'évoquer ce moment de la vie de Freud et de Jung, dont Laurence van der Post fut un témoin. Quand Freud était arrivé à Londres, je crois que c'était 1938 ou 1937, quand il y avait une très grande conférence jungienne à Oxford. Et les nouvelles est arrivées là-bas que Freud a réussi de quitter l'Autriche et est arrivé ici en Angleterre. Et Jung était là aussi à Oxford. Et Jung avait insisté qu'on envoie tout de suite un télégramme de bienvenue et de congratulation et de bonheur à Freud. C'est une longue histoire, assez complexe, avec beaucoup de nuances. Le fait important est que Jung a insisté quand on fait ça. Et j'ai parlé souvent avec Jung de cette question de relation avec Freud. Toujours il était plein de reconnaissance pour ce que Freud a fait dans sa vie, n'est-ce pas? Il parlait toujours de Freud comme très très grand pionnier, n'est-ce pas? Il n'avait jamais d'amertume, il parlait avec beaucoup d'admiration. Et l'amertume qui existe entre les deux écoles, je crois que c'est quelque chose qui est typiquement un phénomène qu'on trouve parmi les disciples de n'importe quelle école au monde. À Zurich, j'ai rencontré le docteur Liliane Freiron. Elle évoquait pour moi divers souvenirs des années 1960 et je lui ai demandé l'autorisation de les enregistrer. En 1960, j'avais justement lu les lettres entre Freud et Jung. Et je voulais en parler à Jung. Je lui disais, c'est quand même très intéressant. Ça me donne une idée de cette intensité de travail dans cette époque première. Freud disait, oui, n'en parlons plus. Ça fait mal. Et je n'ai plus la force, en somme. Généralement, je le voyais à 5h30, 6h du soir. Je n'ai plus la force, en somme, de faire revivre tous ces souvenirs. Après, je ne dors pas. Donc, vous voyez qu'encore, à l'âge de 84 ans, n'est-ce pas, il souffrait du fait qu'il ne s'était pas compris. Et que Freud, il avait tellement espéré de trouver dans Freud, qui avait 25 ans de plus que lui, un père ou un grand frère, quelqu'un qui le soutient, avec lequel il aurait pu continuer à discuter comme il le faisait à Vienne, avec une intensité. Pendant toute une nuit, ils ont discuté la première fois qu'ils se sont trouvés. Ce n'était pas possible. Freud n'a pas pu accepter que le Kronprinz n'était plus le Kronprinz. Après, n'est-ce pas, naturellement, Jung a dû se libérer du complexe père, n'est-ce pas? Et pour sauver ses idées, donc encore très jeune, il est devenu dur. Après qu'il n'a pas été compris par Freud, il s'est retiré lui-même et il a vraiment été très polémique pendant au moins 15 ans. C'est-à-dire qu'il a partout, il a dans toutes ses œuvres, il a critiqué Freud. Mais Liliane Freiron, vous êtes spécialiste de l'œuvre de Freud et de l'œuvre de Jung. Vous venez d'ailleurs de faire paraître aux éditions Racher à Zurich un livre intitulé Von Freud zu Jung. Pouvez-vous, sur le plan de la théorie, nous préciser les différences
entre les conceptions jungiennes et les conceptions freudiennes.